Ladies and gentlemen, Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1937, Marie Prévost, star du muet, est découverte sans vie dans son pauvre appartement hollywoodien. Elle a succombé à l'alcoolisme. Pourtant, l'actrice fut l'une des stars du cinéma muet, gagnant l'un des plus gros salaires de l'industrie. Son déclin fut brutal. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, épisode peut-être plus court, mais pas moins intéressant. Je vous parle de Marie Prévost. Star incontestée de la comédie muette, des films plus légers, elle va connaître une très belle carrière. Malheureusement, elle va aussi connaître le sort réservé aux stars du muet, celui d'être tassée petit à petit à l'arrivée du son au cinéma. En plus d'être lentement oubliée, Marie Prévost va connaître une série d'événements qui vont la faire sombrer dans une grave dépression, un état psychologique qui va qu'empirer au fil des années et la faire plonger dans l'alcoolisme pendant presque 10 ans. Mais comment Marie Prévost a connu un déclin aussi fatal et abrupt? Marie Dunne naît en Ontario au Canada en 1896. La future star du muet vient au monde dans une famille ouvrière. Avant ses 4 ans, son père décède alors qu'il travaille dans le tunnel Saint-Clair. Selon plusieurs sources, l'héritage du père aurait été très pauvre, ce qui laisse la mère de Marie dans une précarité quasi extrême. Quelques semaines seulement après la mort de son mari, la mère de famille se remarie, surtout plus par nécessité que par amour, avec Frank Prévost, d'où Marie plus tard prendra son nom de scène. Un mariage qui va rehausser énormément la situation financière de la famille. Frank ne vit pas sur l'or et ne se baigne peut-être pas dans l'argent, mais il a un don naturel pour les finances. C'est avec ce don qu'il aidera sa famille pendant plusieurs années. Frank fera déménager la famille aux États-Unis. Ils emménagent d'abord à Denver, puis ils parcourent le pays en entier. La raison de ces nombreux déplacements est simple. Frank est un mineur. Il parcourt le pays à la recherche d'un salaire plus gros, plus avantageux, tout en étant muté dans d'autres villes. Au début des années 1910, la famille s'installe pour de bon à Los Angeles. Là-bas, Marie, qui entre dans l'adolescence, découvre le théâtre, la musique, mais surtout le cinéma. Elle fréquente les cinémas et finit par se lier d'amitié avec certaines personnes des productions. En 1915, Marie apprend que la firme d'avocats de la Keystone Film Company se cherche une secrétaire. La Keystone est au milieu de la décennie l'un des plus gros studios du pays. Le studio possède des stars comme Mabel Normand et Roscoe Arbuckle qui font rire des salles entières avec leur comédie. Mais il possède aussi Gloria Svensson qui, elle, transperce les écrans avec ses yeux. Marie se rend donc directement dans les bureaux de la compagnie. Elle est jolie, allumée et brillante. Elle est engagée sur le champ. La jeune femme d'à peine 20 ans se fait rapidement des amis au sein de la Keystone. Quand elle marche dans les couloirs, son sourire illumine littéralement tout l'établissement. À son passage, on peut voir quelques têtes d'hommes intéressés par sa démarche assurée et qu'on pourrait dire savoureuse se retourner. Marie est très charismatique. Toujours en 1915, alors qu'elle apporte des documents à la Keystone, Marie se fait remarquer par Mack Sennett. L'homme est le propriétaire de la Keystone, en plus d'être l'un de ses producteurs les plus influents. C'est lui qui produit les méga succès de Mabel Normand. Le producteur lui demande si elle est disponible pour tourner quelques scènes en tant que figurante. Il en a besoin immédiatement. Marie saute sur l'occasion. Quelques jours plus tard, Sennett convoque la jeune femme dans son bureau.
Quand elle s'assoit, le producteur enchaîne les questions. Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Seriez-vous prête à refaire des scènes? Marie répond que oui. Elle a adoré se retrouver devant la caméra. Elle est qu'une figurante, mais elle s'est beaucoup amusée. À un moment, Mack Sennett sort de son bureau une pile de documents avant de les donner à Marie. En lisant, elle comprend que c'est un contrat d'actrice que lui propose le producteur. La seule chose qu'elle a à faire, c'est de signer le contrat et la voilà devenue actrice. 15 $ par semaine. C'est tout de même un assez bon salaire. Marie signe. Rapidement, la recrue de la Keystone tourne dans les défilés de maillots de bain. De petites publicités destinées aux entr'actes dans les cinémas. Mais tout aussi rapidement, elle tourne ses premiers courts-métrages. Jusqu'en 1918, elle gagne en notoriété et le public l'a adoptée. On veut voir Marie Prévost, que ce soit dans des publicités ou dans des courts-métrages comiques, on veut la voir. En 1918, elle se marie secrètement à un mondain hollywoodien. L'union n'est pas dévoilée, puisque Marie craint que ça nuit à sa carrière. Seules quelques personnes sont au courant, et la Keystone, tant qu'à elle, est loin de savoir tout ça. Avant même son premier rôle principal, on lui organise des séances d'entrevues énormes. On raconte ses habitudes de fille célibataire, ses goûts en matière de vêtements et d'hommes, des discussions bien normales à cette époque. Puis, en 1919, Sennett décide que c'est le grand moment pour Marie Prévost. Il lui donne son premier rôle principal. Elle jouera dans Yankee Doodle in Berlin, une comédie. Le film est un grand succès. La carrière de Marie Prévost est officiellement lancée. Jusqu'en 1921, avec la Keystone, l'actrice va tourner dans un peu moins d'une vingtaine de productions. La plupart des comédies très légères. Mais Marie s'ennuie. Elle comprend que Sennett la voit comme une source de profit monstrueuse et non pas comme une actrice sérieuse. Le producteur refuse de la faire jouer dans d'autres genres de films. Le public ne veut pas voir Marie dans des drames. Il veut pleurer de rire, pas de chagrin. On voit Marie Prévost plus souvent en tenue légère à l'écran qu'en tenue de soirée. Elle devient une pin-up connue. Mais Marie veut faire autre chose. Elle ne veut pas passer sa vie à jouer en maillot de bain dans des comédies. Elle veut être reconnue pour son talent d'actrice et non son corps. De plus, même si ses films font des profits records, son salaire n'est pas augmenté. La jeune femme est consciente de son succès, de sa notoriété, qui ne cesse de grandir, de son statut de star débutante, mais l'argent ne suit pas les profits. En 1921, elle quitte la Keystone pour signer avec la Universal, 1000 $ par semaine et une plus grande liberté concernant ses rôles. Tout pour plaire à Marie. Dès son entrée au studio, la Universal organise plusieurs événements à travers le pays. Sur scène, le public vient à la rencontre de cette actrice montante qui l'adore. On envoie Marie sur une île américaine afin qu'elle y brûle, devant des photographes, ses maillots de bain célèbres. Un symbole très fort. C'est la fin de cette époque. L'union avec la Universal va malheureusement pas durer très longtemps. En 1922, moins d'un an après son entrée, elle signe avec la Warner. 1500 $ par semaine. L'un des plus gros salaires du cinéma. La rupture avec la Universal marque la fin de son mariage aussi. Avec la Warner, Marie rencontre l'acteur Kenneth Harlan. Au bout d'un certain temps, après quelques tournages ensemble, ils se fréquentent. Le studio annonce leur fiançailles et le mariage est imminent. Le mari de l'actrice, le mari mondain, est furieux. La relation se détériore rapidement et en 1923, le divorce est officialisé. Les médias américains s'emparent de l'histoire. Marie Prévost, la future grande star du cinéma, était secrètement mariée. Les studios n'étaient pas au courant. Pourquoi? Est-ce que son mari a des choses à cacher? Est-ce que Marie elle-même a des choses à cacher? Les journaux se remplissent d'articles où les rumeurs s'entremêlent au sujet de Marie. La femme a de plus en plus de misère à répondre aux questions. Les rumeurs sont trop nombreuses. Puis, en 1924, elle marie Harlan, lors d'une cérémonie sous l'œil attentif des médias. Jusqu'en 1926, les nombreux ragots au sujet de l'actrice et de sa vie, qu'on dit étranges, vont contribuer à l'immense succès de ses films. Les critiques adorent Marie Prévost. Elle est l'actrice américaine qui peut faire rire le plus de gens possible. Elle est naturellement drôle.
En 26, la Warner décide de ne pas renouveler son contrat. Marie Prévost et l'attention journalistique qu'elle provoque sont trop grandes, trop dangereuses. Si un scandale, un vrai, venait à se produire, le studio ne serait pas en mesure d'encaisser le choc. Le 5 février 1926, la mère de Marie décède dans un accident de voiture. L'actrice est sous le choc. Elle sombre dans une légère dépression. Elle commence à boire. Le conte de fées de Marie Prévost prend ici une tournure plus noire. Après la mort tragique de sa mère, sa rupture avec la Warner, Marie Prévost ne va pas très bien. Son mariage avec l'acteur Kenneth Harlan n'est plus aussi passionnel qu'avant. Harlan a lui aussi perdu son contrat avec la Warner en se mariant avec l'actrice. Les deux pertes de contrat ont beaucoup affecté l'ambiance au sein du couple. En 1927, le couple se sépare mais divorceront seulement en 1929. Seule Marie s'enferme dans le travail. Elle tourne tout ce qu'on lui propose. Parfois, elle tourne 2-3 films par semaine avec des studios indépendants. En 1928, elle tourne son dernier film en tant que vedette féminine, The Racket. Le tournage est difficile. Marie n'est pas toujours dans le meilleur des états pour faire ses scènes. Elle est parfois arrogante avec la production, parfois plus douce. Elle devient susceptible, on ne sait pas quoi faire avec elle, on ne sait pas comment la gérer. Sa dépression empire et Marie gagne du poids. Elle n'a plus l'apparence qui faisait rêver les hommes et rendait les femmes jalouses. La presse le remarque, on l'attaque à ce sujet, on l'engage de moins en moins. En 1929, elle tourne son dernier film muet dans un second rôle. Les critiques se remettent alors de son côté. On aime Marie Prévost. En 1929, elle signe avec la MGM. Le studio est heureux d'avoir l'actrice et l'actrice est très heureuse d'être dans ce studio très prestigieux. Elle demande à ce qu'on lui donne un premier rôle, mais c'est impossible. La grande majorité des vedettes du muet sont relayées aux rôles secondaires ou mineurs. Son entrée dans le cinéma parlant n'a pas fracassé l'enthousiasme du public. Pas de mauvaises critiques, mais pas de bonnes critiques non plus. Rien. En plus, la MGM, bien qu'heureuse d'avoir Marie, n'a pas une grande confiance en elle. L'actrice hante les studios une bouteille d'alcool à la main. Les techniciens ont parfois pitié de cette ancienne star, devenue une actrice de second rôle. Marie Prévost apparaît aux côtés de grands noms, Jean Harlow dans Three Wise Girls, Ellen Hayes et John Crawford dans Paid, avec qui elle se lie d'amitié. L'actrice joue avec sa santé. Quand elle se regarde dans le miroir, elle ne reconnaît pas la star. Elle entreprend des diètes extrêmes. Elle ne mange plus et boit beaucoup d'alcool. Elle maigrit à vue d'œil. Sa dépression empire. Elle refuse de voir des médecins. En 1923, Frank Prévost, le second mari de sa mère, décède à son tour. Il lègue à Marie $1. En sortant de ses funérailles, Marie, en titubant, jette le dollar à la rue en riant. Cet homme qu'elle avait apprécié, qui avait épousé sa mère, aidé sa famille, lui lègue un seul et unique dollar. Le coup est dur. En 1934, Marie Prévost n'a plus de projet, plus de tournage de prévu. Les films qu'elle a tournés au cours de l'année sortiront en 1935 et en 1936. La situation financière de l'actrice s'aggrave. Elle possède moins d'une centaine de dollars dans son compte bancaire. Quelques dollars qui disparaissent dans les bars et les magasins d'alcool qu'elle visite fréquemment. Joan Crawford invite l'actrice chez elle parfois, juste pour s'assurer que son amie mange un peu. Elle tourne une dernière fois en 1936, presque en tant que figurante dans 10 Laps to Go. Les critiques sont plus que négatives.
Qu'est devenue Marie Prévost? On peine à la reconnaître. Son jeu est médiocre. Marie s'enferme alors chez elle. Elle ne répond plus aux courriers, ne répond plus au téléphone qu'elle reçoit. Le 23 janvier 1937, les autorités découvrent Marie Prévost décédée dans son petit appartement hollywoodien. L'actrice est couchée sur son canapé, tête face au sol. Autour d'elle, des dizaines de bouteilles vides. Sur une table de salon, un chèque de 110 $ signé de Joan Crawford. Que c'est étrange, se disent les policiers. En cette journée de janvier, des voisins de l'actrice avaient téléphoné aux autorités de la ville d'Hollywood. Depuis plus de 2 jours, ils entendaient aboyer son petit teckel. Ils avaient frappé à la porte, mais aucune réponse, seul le chien aboyant. Les voisins n'avaient aucune idée de qui était leur célèbre voisine. Le nom de Marie Prévost ne leur disait rien. Les policiers, eux, découvrent l'identité de la femme en ouvrant son sac à main. Marie Prévost. Personne ne l'avait reconnue. Une autopsie est demandée. L'actrice est décédée de son alcoolisme à 40 ans. La mort de l'actrice est annoncée. Elle est un petit carré en haut à gauche, en bas à droite dans les journaux. Mort de la star du muet, Marie Prévost. Rien de plus. L'ancienne star avait moins de 300 $ dans son compte bancaire. Une fois ses dettes payées, il n'en reste pas assez pour ses funérailles. On annonce qu'elle sera enterrée presque anonymement. Joan Crawford intervient. Elle ne veut pas que son amie soit oubliée. Elle paie les obsèques. Clark Gable, Barbara Stanwyck, Mack Sennett et le tout Hollywood s'y retrouvent. Crawford lui paie une pierre tombale. Elle s'assure que Marie Prévost ne sombre pas dans l'oubli, qu'elle ne soit pas une anonyme. Quelques mois après la mort de Marie Prévost, on crée le Motion Picture and Television Fund, un organisme de charité servant à donner des soins gratuits ou à bas coût aux familles, aux acteurs et à tous ceux qui travaillent dans l'industrie cinématographique. La mort de l'actrice a touché Hollywood. On veut éviter que ce genre d'histoire se répète. En 1959, le nom de Marie Prévost renaît. Elle devient une légende. On écrit dans les journaux que son corps fut découvert à moitié dévoré par son chien. Rien ne prouve cette sordide version. En 1960, on lui donne son étoile sur le Hollywood Boulevard devant une Joan Crawford plus qu'émue. Marie Prévost a malheureusement connu le destin tragique réservé aux stars du muet. Elle a connu la gloire et a sombré lentement dans l'oubli. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.